Imaginez un appareil capable de dire à quelle vitesse un liquide s'écoule dans un tuyau, mais sans la moindre pièce en mouvement. Pas de petite hélice, pas de turbine, rien du tout. On dirait presque de la magie, non? Eh bien, on va voir ensemble comment cette technologie fonctionne. Et le voilà, ce fameux appareil, le débitmètre électromagnétique. On le trouve vraiment partout, que ce soit dans le traitement de l'eau, l'industrie agroalimentaire, la chimie, mais le mystère reste entier. Comment peut-on bien mesurer quelque chose qui bouge, sans avoir soi-même quelque chose qui bouge à l'intérieur? C'est ça, le vrai casse-tête qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, voilà notre feuille de route pour percer ce secret. D'abord, on va bien poser le problème. Ensuite, on découvrira la loi physique qui rend tout ça possible. Puis, on ira voir à l'intérieur de l'appareil, on listera les conditions pour que ça marche, et on finira par un petit bilan avantages-inconvénients. Première étape donc, le défi. D'habitude, pour mesurer un débit, c'est simple, on met une sorte de petit moulin à vent dans le tuyau et on compte les tours. Le souci, c'est que ça s'use, ça s'encrasse, bref, c'est pas toujours l'idéal. Et là, avec notre appareil, le tuyau est complètement vide. Il n'y a absolument aucun obstacle. C'est ça qui est fascinant. Passons à la clé de l'énigme. Et vous allez voir, la solution n'est pas du tout mécanique. Non, elle est purement physique. En fait, tout repose sur un seul et unique principe, découvert il y a presque 2 siècles. Un principe d'une élégance et d'une puissance assez incroyable. C'est la fameuse loi de l'induction de Faraday. L'idée est simple en gros. Si on a un conducteur électrique qui bouge à l'intérieur d'un champ magnétique, eh bien, paf, ça crée une tension électrique. Voilà, c'est ça le cœur du réacteur. Et c'est là qu'est tout le coup de génie. Le conducteur électrique dont on a besoin, ce n'est pas un câble, c'est le liquide. Bien sûr, à une condition, il faut que ce liquide soit conducteur. Ça marche avec l'eau, par exemple, ou avec des boues et même certains jus de fruits. Ce schéma illustre ça parfaitement. On a un champ magnétique qui traverse le tuyau de haut en bas, le liquide, qui est conducteur, passe en plein milieu. Et comme l'a prédit Faraday, son mouvement dans le champ magnétique génère une toute petite tension électrique. Et le point absolument crucial, c'est que cette tension est directement proportionnelle à la vitesse. Autrement dit, plus le liquide va vite, plus la tension est forte. C'est aussi simple que ça. Donc en mesurant cette tension, on connaît indirectement, mais avec une grande précision, la vitesse du fluide. Et à partir de la vitesse, on calcule le débit. Le tour de magie est expliqué. Bon, ok, la théorie c'est bien, mais en pratique, dans la machine, comment ça se présente? Allons jeter un œil à l'intérieur. Alors si on le décompose, on a quoi? D'abord le corps, un simple tube mais qui est bien isolé électriquement. Ensuite, tout autour, des bobines qui vont créer notre fameux champ magnétique. Et enfin, les pièces maîtresses, 2 petites électrodes placées de chaque côté dont le seul boulot va être de capter la tension créée par le fluide qui passe au milieu. Le rôle de ces électrodes est donc absolument capital. Elles sont là pour écouter, pour mesurer cette différence de potentiel, cette tension minuscule générée par le liquide qui coupe les lignes du champ magnétique. C'est un signal très faible, de l'ordre du millivolt, mais c'est suffisant. Évidemment, une tension de quelques millivolts, ça ne parle pas à grand monde. C'est là que le cerveau de l'appareil, le transmetteur, entre en jeu. Il récupère ce tout petit signal et le traduit en quelque chose d'utile. Un débit en mètres cubes par heure sur un écran, ou alors un signal standard pour les automates industriels. Alors attention, même si cette technologie est brillante, ce n'est pas une solution miracle. Ça ne marche pas n'importe où, ni avec n'importe quoi. Il y a quelques règles du jeu à respecter. Il y a 3 règles d'or, vraiment. La première, et c'est non négociable, le fluide doit être conducteur. C'est logique, sinon pas de tension, donc pas de mesure. La deuxième, le tuyau doit être plein à 100%. La moindre bulle d'air qui passe et la mesure devient fausse. Et enfin, la troisième, il faut des longueurs de tuyau bien droites avant et après le capteur pour que le flux soit bien régulier. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça marche super bien pour l'eau, qu'elle soit potable ou usée, pour les boues, les acides, les bases, et même pour des produits alimentaires comme le lait ou les jus. Par contre, on peut oublier tout de suite pour les hydrocarbures, comme le pétrole ou l'essence, et bien sûr pour les gaz ou la vapeur, qui ne sont pas conducteurs. Bon, au final, c'est un bon choix ce débitmètreur. Pour le savoir, rien de tel qu'un bon vieux pour ou contre pour faire le bilan. Côté avantage, la liste est plutôt belle. Déjà, comme le tuyau est entièrement libre, il n'y a aucune perte de pression et ça, c'est un énorme atout. La précision est excellente. C'est aussi la solution parfaite pour les liquides chargés, visqueux, qui boucheraient n'importe quel compteur mécanique. Et puis le top du top, pas de pièces qui bougent, donc pas d'usure et quasiment aucun entretien. Mais il faut être honnête, il y a aussi des inconvénients. Le plus gros, on l'a dit, l'incompatibilité avec les fluides non conducteurs. C'est rédhibitoire. Il faut aussi faire très attention aux bulles d'air dans le circuit. Et puis, oui, à l'achat, ça coûte en général plus cher qu'un compteur à hélice et l'installation électrique doit être impeccable. Donc, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-là.
On prend un fluide conducteur, on le fait passer à travers un champ magnétique et ça génère une tension qui est directement proportionnelle à sa vitesse. C'est une application directe et super ingénieuse de la loi de Faraday à un problème bien concret. Et tout ça, ça amène à une dernière question. Maintenant qu'on a vu cet exemple, combien d'autres applications de grandes lois physiques se cachent dans les objets qui nous entourent tous les jours ? La physique est vraiment partout, il suffit juste d'ouvrir l'œil.